Bonjour à tous, bienvenue à nouveau pour cette nouvelle séquence qui débute sur les industries culturelles et créatives. Je suis très heureuse de co-modérer cette séquence avec Sarah Marniès, directrice du campus de l'AFD. Et puis avec ces excellents panélistes que nous avons aujourd'hui, une des sessions les plus nombreuses de la journée, avec en plus deux intervenantes qui vont nous rejoindre en digital. Et je cède sans plus attendre la parole à Sarah pour débuter ce panel. Mesdames, Messieurs, bonjour. Emerging Valley a été créé, vous le savez, autour d'une double ambition. Créer des ponts entre les différents écosystèmes d'innovation africains et européens et faire du territoire ex-Marseille un carrefour naturel de la tech émergente et des entrepreneurs venus des deux rives de la Méditerranée. Et dans les domaines ICC, culture, évidemment. Parce que la culture, c'est l'humain, c'est l'expression de son humanité, son besoin de sens, c'est le désir aussi, c'est le lien social en action, et ce sont des regards nouveaux, différents, qui poussent au changement de regard. Et c'est vraiment ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui. D'où l'importance de ces industries culturelles et créatives dans nos sociétés. Elles sont en pleine mutation digitale, que ce soit dans la création, dans la production ou dans la médiation, avec un gros potentiel de transformation dans tous les domaines et en particulier dans l'accès. Cette culture et ces nouveaux outils de médiation sont très présents sur le territoire marseillais, contribuant au rayonnement et au développement de la ville, qui revendique à juste titre son statut de porte d'entrée de l'Afrique en Europe. Et l'on voit se développer sur le territoire de magnifiques projets culturels, souvent en lien avec l'Afrique. Alors comment aller plus loin ? Notamment en faisant ensemble, en accompagnant cette création de liens nord-sud. Comment aller plus loin dans les politiques publiques, avec les grands groupes, avec les start-up, le financement, la formation. Cette table ronde, c'est l'occasion d'explorer les politiques et les belles initiatives qui fleurissent, ici et là-bas. Merci à nos panélistes de nous éclairer sur ces sujets. Merci à Karima Mellal, ambassadeur, délégué interministériel à la Méditerranée. Merci à Laurent Lardy, adjoint au maire de Marseille. Merci à Sabrina Roubache, productrice Seconde Vague Production, qui sera malheureusement à distance, mais on espère qu'on pourra l'entendre correctement. Merci à Olivier Laouchez, qui est PDG de Trace avec nous. Merci à Iloma Ona, qui est founder de NTIC Summit. Merci également à Adi Thomas, qui est PDG... Excusez-moi. Merci à Adli Thomas, PDG de Gemini. Excusez-moi. Et merci également à Pascal Olivier, le fondateur de la FAC. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. La première question, elle ira à Laurent Lardy, monsieur l'adjoint au maire. À vous d'ouvrir cette plénière dédiée aux ICC à votre ville, Marseille. Pouvez-vous nous présenter, s'il vous plaît, les atouts de la cité phocéenne en tant que ville passerelle des industries culturelles et créatives entre nos deux rives? Quelle est aujourd'hui la stratégie d'attractivité de la ville au regard des ICC? Merci. Bonjour, merci. Bonjour à tous. Les richesses, elles sont nombreuses à Marseille par rapport aux industries culturelles et créatives. Je dirais que d'abord, on a un tissu d'industries culturelles et créatives qui... Bon, on met beaucoup de choses à l'intérieur de ce terme-là, mais les structures, les théâtres, les écoles dédiées à l'art sont extrêmement nombreuses sur Marseille. On a une forte attractivité depuis plusieurs années pour attirer des entreprises qui sont dans le domaine des industries culturelles et créatives. Je pense qu'Olivier Laouchez ne pourra pas dire le contraire. Et puis, on a des atouts intrinsèques qui sont au cœur de l'identité même de Marseille. Je pense en particulier à ces diasporas qui font que la diversité culturelle marseillaise est une chose qui existe
qui explose de plus en plus, qui a été contenu, je pense, pendant longtemps, mais qui explose de plus en plus, qui se révèle d'une certaine manière, aux Marseillais eux-mêmes d'ailleurs. Et je trouve ça intéressant. Il y a beaucoup d'initiatives qui y concourent. Je pense qu'il y a une volonté politique. Mais il n'y a pas qu'une volonté politique. Il y a aussi un tissu associatif puissant à Marseille qui va dans ce sens-là. À côté de ça, il y a beaucoup d'infrastructures aussi. La ville possède, par exemple, a créé il y a une vingtaine d'années le pôle média de la Belle de Mai, qui est un magnifique outil qui permet d'incuber, d'aider les projets dans le domaine des industries culturelles et créatives. Et puis, on a... il faut bien le dire, à Marseille, une position géostratégique qui est historique. Marseille a été fondée et a vécu de ces échanges, de sa position de plateforme. Aujourd'hui, on est en train de gagner une autre position de plateforme, qui est une position dans le domaine numérique et digital, avec l'arrivée de tous ces câbles sous-marins qui placent Marseille au cœur de cette stratégie mondiale de développement des réseaux, avec des data centers qui viennent au plus près des câbles se coller, et puis avec des grandes entreprises mondialisées qui viennent y mettre leurs serveurs, Disney+, récemment Oracle, et tout ça donc est dans un mouvement fort, avec quand même, pour ce qui concerne Marseille, ce regard vers l'Afrique. C'est-à-dire que le destin africain de Marseille, dont on peut considérer qu'il a peut-être été mis un peu entre parenthèses depuis une soixantaine d'années pour des raisons historiques, est en train d'une certaine manière de renaître. Voilà. Et je crois que l'une des conditions de cette renaissance, c'est de bien comprendre, et je crois que Emerging Valley fait partie des initiatives qui permettent de le concrétiser, qu'il ne s'agit pas simplement d'une volonté de considérer l'Afrique comme un marché en développement vers lequel on pourrait exporter, mais bien de considérer que Marseille doit jouer un rôle de plateforme, c'est-à-dire d'être à la fois capable d'accueillir l'Afrique en Europe et de proposer aux Européens, aux entreprises mondiales, aux initiatives de considérer Marseille aussi comme une base arrière qui leur permet d'envisager l'Afrique de leur côté. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Lardit, pour ces mots. On retient donc le rôle de plateforme de Marseille. C'est vraiment, effectivement, vous l'avez souligné, tout l'enjeu d'Emerging Valley, tout l'enjeu de ce sommet, de positionner le territoire comme une passerelle entre l'Afrique et l'Europe. Et je vais à présent me tourner vers Sabrina Roubache, qui effectivement va nous rejoindre en digital. Donc j'espère qu'elle a réussi à se connecter avec nous. Sabrina, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Oui. Alors, la connexion va être un petit peu compliquée depuis le train, j'ai l'impression. Emerging Valley rejoint surtout les théâtres. Sabrina, vous avez permis au monde de découvrir Marseille sur le petit écran. Et vous avez œuvré sans relâche pour la valorisation du territoire, notamment avec votre passage à la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence. Est-ce que vous pouvez revenir sur le lien particulier de la ville avec le 7e art et sur votre envie à vous de la mettre en valeur? Alors écoutez, bonjour à tous, Karim, Olivier, je ne sais pas s'ils m'entendent, et tous les panélistes. Alors moi, il manque quelque chose à mon avis dans la présentation d'avant, c'est aussi les producteurs, parce que les producteurs sont quand même ceux qui produisent donc le contenu, qui l'imaginent, qui le créent avec des auteurs et des réalisateurs, qui vont vendre leurs projets aux chaînes de télé, aux plateformes. C'est grâce à ça en fait qu'on réussit quand même à tourner, donc à promouvoir notre ville. Donc pour revenir un petit peu sur l'histoire, oui, moi j'ai commencé il y a maintenant 26 ans dans la production, on s'y est pas trompé, j'ai vu naître le pôle média de la Belle de Mai, donc là on remonte dans les années 95, 96, et le pôle média naît en fin des années 90, début 2000. Donc il y a deux choses à retenir. Marseille, c'est une terre qui se vend à l'international magnifiquement bien. La série Marseille l'a prouvé. Quand Netflix vient avec Pascal Breton de Fédération Internationale, le producteur délégué. Moi, j'étais productrice exécutive sur la série. Ils ont appelé la série Marseille. Le choix n'est pas anodin. À l'international, quand vous dites Marseille, ça résonne. Pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais quoi qu'il en soit, ça résonne. La deuxième chose, c'est que l'arrivée de Plus belle la vie, justement, au pôle média de la Belle de Mai, a permis de professionnaliser les techniciens. Parce que le vivier de techniciens se base à Marseille. La grande majorité des intermittents du spectacle, que j'ai été moi des années, se trouve à Marseille. Donc
donc le pôle média, l'arrivée de Plus belle la vie, mais si on remonte en amont, des gens comme Akhenaton avec Ayam ont fait communément en 98, c'était les... Alors, on a des petits problèmes de connexion avec Sabrina. Pardon, ouais, ça y est. On va essayer de revenir peut-être vers vous, Sabrina, quand la connexion sera rétablie. On va passer à la question suivante. Oui, on va s'adresser à Monsieur l'ambassadeur Karim Amelal au sujet de cette importante thématique qui est la diplomatie culturelle, qui a toujours constitué l'un des axes majeurs de la politique étrangère de la France. Alors, elle évolue aujourd'hui. Elle intègre de manière croissante la jeunesse. C'est un thème que vous portez fortement. Et puis le digital, bien sûr. Alors, pourquoi ce renouveau ? Et quelle incarnation concrète dans ce positionnement de la France en Méditerranée ? Bonjour, bonjour Sarah, bonjour à tous, merci beaucoup. Effectivement, la jeunesse et le digital sont au cœur de notre action, de notre diplomatie culturelle, pas que de la nôtre française, mais de la nôtre européenne aussi. Parce que, d'une part, la jeunesse, c'est bête de le dire, mais il faut le rappeler, c'est l'avenir, c'est ce qui nous engage, et puis c'est aussi là que réside la créativité. Donc c'est extrêmement important. Et puis le numérique, le digital, c'est ce qui permet aussi de porter cette créativité, de la mettre en œuvre, de la faire rayonner. Donc pour toutes ces raisons, mais aussi pour des raisons économiques, pour des raisons d'influence, nous souhaitons porter, promouvoir cette diplomatie culturelle à travers la jeunesse, à travers le numérique, mais aussi les valeurs qui la sous-tendent. Et ces valeurs, eh bien, ce sont l'ouverture, ce sont la créativité, justement, que j'évoquais, l'engagement, et puis la question économique, c'est-à-dire que le numérique, eh bien, ça crée de l'emploi, ça permet le développement. Donc ce sont des outils qui sont absolument essentiels, qui sont essentiels pour la France, qui sont essentiels pour l'Union européenne, mais qui sont évidemment essentiels dans une optique de développement ou de co-développement, et surtout pour des relations à la fois harmonieuses et respectueuses avec nos partenaires, et en particulier avec nos partenaires du Sud. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. C'est une excellente transition pour la deuxième partie de notre débat. On va passer à une thématique plus économique, finalement sur la formation et le financement. Quelle est la vision économique pour les industries culturelles et créatives ? Je vais commencer avec vous, monsieur Thomas. Mr. Adli Thomas, you are the head of Gemini App. Monsieur Adli Thomas, vous êtes le PDG de Gemini Africa, qui est l'un des pionniers sur la scène des industries créatives et culturelles. Et cela peut sembler quand même d'un choix très courageux, puisque seuls 5% des capitaux sont levés. C'est cela comparé aux 356 millions de dollars qui sont levés par les fintechs. Par conséquent, ma question est la suivante. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la stratégie d'investissement de Gemini ? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez choisi de miser sur le secteur culturel ? Mais je vais répondre en anglais. OK, thank you again. Merci beaucoup. Gemini Africa propose un centre pour l'Égypte, mais pas seulement, pour tout le continent. Nous accompagnons les entrepreneurs de différentes façons. Nous avons un modèle d'investissement qui est basé sur 3 piliers que nous appelons les 3 M. Money, l'argent, puisque l'argent, cela nous permet d'investir dans des startups, dans le secteur créatif, mais dans d'autres également. Le deuxième M, c'est mentorship, le mentorat, c'est-à-dire que nous fournissons un accompagnement pour notre communauté, à notre communauté d'entrepreneurs. Et enfin, M, matchmaking, la mise en correspondance, qui, selon nous, est un élément très important, puisque cela nous a permis d'entrer en contact avec le Rascon Group et d'offrir des opportunités commerciales pour nous-mêmes et notre communauté d'entrepreneurs. Ceci dit, je souhaitais vous parler également des chiffres que vous venez de
parler. Donc, nous souhaitons partager notre vision et notre stratégie. Nous pensons qu'il y a de nombreuses initiatives de programmes en France, en Afrique, en Égypte et au Moyen-Orient qui ont du succès et de l'impact. Voilà pourquoi nous avons décidé de faire quelque chose d'un peu différent. Nous avons décidé de créer notre propre start-up et de considérer tout le potentiel commercial qui n'a jamais été exploité de notre perspective, de la perspective d'entrepreneur. Nous avons identifié 3 secteurs, dont le secteur cinématographique. Tout le monde me dit, mais Adli, quel est le lien entre le cinéma et l'entrepreneuriat? Il n'y a aucun lien. Mais nous pensons que le lien entre ces 2 secteurs, c'est la technologie. Nous avons besoin de développement technologique et tout ce au niveau de l'industrie culturelle. Mais si l'on se tourne du côté du numérique, on a beaucoup ceux qui ont maîtrisé la technologie, ce sont les startups. Donc nous devons trouver un juste milieu entre l'industrie cinématographique et la technologie. Nous l'avons fait et nous avons donc créé Cinémathèque. Nous savons qu'il y a beaucoup de tech, pro-tech, fintech et du tech. Et maintenant, nous sommes fiers de vous présenter le Cinémathèque. Et nous avons également acheté le brevet pour créer un nouveau projet. Donc, il s'agit de la création d'un concept. Mais nous avons également exécuté de nombreux programmes, réalisé de nombreux programmes et activités, des événements de présentation de pitch au sein notamment d'un éminent festival de la région. Nous avons reçu plus d'une centaine de candidatures. Nous en avons sélectionné 10 et ils ont pu présenter leur pitch au sein même du festival, face à un jury de célébrités et d'hommes d'affaires, et nous avons ensuite annoncé les gagnants. Nous pensons donc qu'il y a en effet des liens entre les startups et le cinéma, et aujourd'hui nous avons créé donc Cinémathèque pour pouvoir donc nous sommes en train de discuter avec un autre festival de cinéma pour répliquer le modèle que nous avons créé dans une autre édition. Mais j'espère que j'aurai la chance de vous fournir plus de détails sur le sujet. Thomas, une autre initiative, et là je me tourne vers Olivier Pascal. Donc désolée, je me suis emmêlé les pinceaux tout à l'heure avec Pascal, Olivier Pascal. Donc Olivier Pascal, cofondateur de l'AFAC. Donc, vous êtes donc cofondateur de cette start-up qui propose des formations au métier de l'audiovisuel et du cinéma entre l'Europe et l'Afrique. 2021 a été une année faste pour vous. Donc, qu'est-ce que la fac et comment s'adresser aux investisseurs quand on est un investisseur, quand on est un entrepreneur culturel? Qu'est-ce que vous mettez en avant, en valeur, pour essayer de les convaincre, et ce comportement des VC a-t-il évolué ces dernières années? Merci Sarah pour ces questions. Effectivement, 2021, une année qui se termine très bien pour la fac en tant qu'entreprise. Je fais une mini parenthèse parce qu'on est à Emerging Valley et je souhaitais du coup remercier déjà d'être ici, mais surtout remercier Emerging Valley qui nous a permis lors du programme SIBC de 2020 de rencontrer des investisseurs en 2021. Et 2 d'entre eux, Inco et GreenTech, font partie des fonds qui ont investi dans la fac, et on a fait le closing officiellement la semaine dernière, et j'ai eu les fonds qui ont été débloqués hier, donc j'ai pu dormir correctement cette nuit. Donc merci à Emerging Valley. Merci à l'AFD. C'est aussi un programme AFD, et exactement, avec un consortium formidable qui le porte, mené par IEP, et on est ravis de voir que ça débouche sur des belles réussites comme celle-là. Merci. Et du coup, je peux témoigner d'expériences très récentes sur les échanges qu'on a eus avec les fonds. I should have met you before because maybe the process would have been faster.
Ce qui est très intéressant depuis quelques années, c'est que la culture est enfin devenue un enjeu pour les fonds d'investissement. Je me souviens, il y a 5 ans, quand je travaillais, je contribuais à l'association Africa France, Jean-Noël Tron avait réussi à faire en sorte que les industries culturelles et créatives soient un des piliers de l'association, mais c'était assez récent. Et depuis, l'AFD s'est investi dans la culture. BPI France a lancé son fonds il y a quelques années aussi. Et les VC sont en train de s'y intéresser. Mais alors nous, on a réussi à en embarquer certains parce que ça fait un peu rêver, la culture. En plus, on parle de cinéma. Alors la fac, c'est une plateforme de formation, comme vous le disiez. Au départ, centrée sur le cinéma et les industries audiovisuelles. Mais depuis quelques mois, on s'est élargi sur la mode, sur la musique, sur l'édition, et on a beaucoup de programmes sur tout ce qui est entrepreneuriat dans ces différents secteurs. Et je pense que ce qui a fait la bascule pour les fonds, et notamment pour INCO, il y en a eu 2. Le rapport de l'UNESCO, qui a été publié il y a quelques mois, qui a annoncé que les industries culturelles et créatives ont travaillé officiellement 5 millions de personnes, mais je pense que c'est sous-estimé parce qu'il y a beaucoup de travail informel dans l'industrie, et que le poids de cette industrie, c'est 50 milliards d'euros. Donc du coup, tout de suite, les VC se disaient 50 milliards d'euros, il y a peut-être un petit peu d'argent à aller chercher avec la fac dans ce secteur. Et puis nous, on avait aussi cartographié le fait que sur notre marché B2I, au niveau institutionnel, on a à peu près 1 milliard d'euros de financement de l'AFD, de la GIZ, etc., sur les industries culturelles et créatives. Et puis dans la EdTech, c'est un secteur qui fait 250 milliards de dollars au niveau mondial, simplement 2 milliards en Afrique, avec les besoins qu'on connaît qui sont colossaux. Donc moi, j'estime que ce marché peut très très significativement croître. Et donc ça, voilà, ça c'est malheureusement encore toujours, il faut auprès des fonds d'investissement leur parler marché et leur montrer qu'il y a une vraie traction. Et donc ça, on l'a fait. Et puis après, derrière, on a bien évidemment mis en avant tout l'impact, le fait qu'on a à date formé 10 000 jeunes via notre application, et on s'est engagé à en former 100 000 dans les 5 prochaines années grâce à l'argent qu'on a levé la semaine dernière. Merci beaucoup Olivier pour le partage de cette belle success story. On va passer à Olivier Laouchès à présent, cofondateur et président exécutif de Trace qu'on ne présente plus. Vous êtes un acteur majeur sur le continent africain, aussi également à Marseille. Donc c'est un pont parfait pour nous entre les 2 continents. Sur le territoire comme en Afrique, vous êtes impliqué dans divers projets de formation des talents. J'aimerais vous poser la question finalement, pourquoi cette approche et quels sont les besoins aujourd'hui en termes de formation sur le continent pour faire évoluer la filière à la fois vers la rentabilité et aussi vers la création d'emplois. Merci de l'invitation, merci à Emerging Valley. Alors je rappelle quand même, parce que vous dites que tout le monde connaît Trace, mais il y a encore des gens qui ne sont pas forcément au courant. Donc, Trace, c'est une entreprise qui a été créée il y a maintenant de cela 18 ans, avec l'idée qui manquait sur la scène internationale, une plateforme qui soit une plateforme d'expression, de promotion des musiques et des cultures afro-urbaines. Et pendant les 18 dernières années, on a créé un réseau mondial, notamment autour de 27 chaînes de télévision, puis des radios, des plateformes digitales. Et on est devenu effectivement un acteur important, notamment en Afrique, dans la Caraïbe, l'océan Indien, en France, en Angleterre, et puis plus récemment au Brésil. Et puis il y a 3 ans de cela, on a décidé, et je vais répondre comme ça à votre première question, on a décidé d'investir un nouveau secteur d'activité, qui est le secteur de la formation professionnelle en ligne. Et on est parti en fait d'une demande de nos publics, de nos usagers. Il y a 8 ans de cela, on avait créé la Fondation Trace pour la réussite des jeunes. Et puis, on voulait tout simplement aider beaucoup de nos publics qui nous sollicitaient en permanence pour les aider à réussir leur projet de vie, leur projet personnel, leur projet professionnel. Et on s'est rendu compte que finalement, la demande numéro 1, c'était une demande de formation. Et beaucoup de ces jeunes, malheureusement, n'avaient pas les moyens d'intégrer les mécaniques traditionnelles de formation. Notamment sur le continent africain, il y a plus de 80% des jeunes de plus de 16 ans qui ne vont pas faire d'études supérieures, et donc ils vont soit rentrer dans le secteur informel, une grande majorité d'entre eux, soit pour certains, ils vont aller dans des activités qui ne sont pas forcément les plus louables. Et donc on s'est dit, on va essayer d'amener des solutions
pour ces jeunes. On a fait pendant 2 ou 3 ans des études, et d'ailleurs la fac a fait partie d'un des projets qui a été cofinancé par le gouvernement français à travers un fonds FACEP, qui nous a permis d'explorer, de monter des pilotes pour voir ce qu'on pouvait essayer d'amener comme solution. Et pour simplifier, on a finalement pris la décision de créer une plateforme digitale qui s'appelle Trace Academia, qui est une plateforme qui propose en fait des formations autour des métiers et autour de l'entrepreneuriat et de ce qu'on appelle les soft skills, le savoir-être. On sait que c'est aussi important quasiment que les mécaniques techniques qui nous permettent d'apprendre des métiers. Et donc, on est en cours aujourd'hui de lancement de cette plateforme avec une trentaine de partenaires qui nous aident à cofinancer donc, ces productions, les cours qu'on va présenter. Là aussi, on s'est rendu compte que si on voulait avoir de l'impact, il fallait que la plateforme soit gratuite. Et donc, on a décidé de mettre en place un modèle de cofinancement avec des entreprises et des institutions. Et en ce moment, on est en train de développer une centaine de ces cours. Et puis, et là, on va revenir à Marseille. Vous allez voir la liaison entre Trace Academia et Marseille. Pendant toute cette mécanique de développement de ce projet Trace Academia, on a été approché par la ville de Marseille qui, à travers son organisation sans faille de promotion internationale, nous a contactés via l'Angleterre. Et on a une filiale à Londres, et il se trouve que le patron de la filiale de Trace en Angleterre est marseillais. Et il y avait une opération de promotion de la ville de Marseille à Londres. Et suite à cette opération, on s'est intéressé à essayer de voir ce qu'on pourrait faire avec la ville de Marseille qui, en termes d'ADN, est certainement la ville la plus proche de l'ADN de Trace par sa diversité, par sa jeunesse, par son soleil, par son dynamisme. Et puis là aussi, on est arrivé à la conclusion que l'un des principaux besoins de la ville, notamment la jeunesse de la ville, c'était d'amener aussi des solutions d'accompagnement sur les métiers. Et donc on a monté cette opération Trace Talent Marseille avec un énorme soutien de la ville et de plusieurs partenaires locaux, qui a été un grand succès. Et ça nous a amené à nous poser la question d'investir encore plus et sur la ville, pour toutes les raisons que j'ai rappelées, plus le fait que, et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, Marseille est réellement le bridge, le pont entre la France, la Méditerranée, mais également tout le continent africain, avec un focus très fort aussi sur le Maghreb. Et donc, en ce moment, on est en train de créer à Marseille un hub important, avec d'un côté de la fabrication de nos cours pour Trace Academia. On va faire une partie des cours à partir de Marseille. On va également certainement lancer une chaîne de télévision à partir d'ici qui va s'appeler Trace Maghreb, avec un focus beaucoup justement sur les populations d'origine maghrébine, du Maghreb, mais également la diaspora maghrébine en Europe. Et on va aussi certainement créer des événements. On a aussi une radio sur la radio numérique terrestre. On a une fréquence sur la ville de Marseille qu'on va aussi exploiter à partir d'ici. Donc tout ça pour dire qu'on considère qu'ici, il y a les compétences, il y a l'infrastructure, il y a le soutien des institutions, des entreprises pour créer effectivement des activités qui peuvent avoir une résonance, qui non seulement vont avoir un impact sur la ville, la région, la France métropolitaine, mais aussi sur le continent africain. Donc je crois que les industries culturelles, on vient de le dire, vous avez rappelé beaucoup de chiffres, sont absolument essentielles pour le développement de la relation, et notamment de la nouvelle relation entre la France et le continent africain. On partage avec l'Afrique une histoire commune, une histoire qui n'a pas toujours été simple, puisque après l'esclavage, il y a eu la colonisation, et c'est ce qui explique aussi, je le rappelle souvent parce que ce n'est pas quelque chose de très populaire en France, si la France est une des grandes puissances mondiales aujourd'hui, comme d'ailleurs l'Angleterre ou d'autres pays européens, c'est parce qu'elle a eu ce passé, avec l'Afrique, et sans l'Afrique, la France ne serait pas ce qu'elle est. Et donc c'est très important de dire ça parce que ça replace aussi dans notre perspective beaucoup plus équilibrée la relation qui doit exister, qui doit d'ailleurs être souvent renouvelée, réinventée entre la France et l'Afrique. Et si la dimension culturelle, la dimension créative ne prend pas en compte ce passé, qui explique beaucoup de ce présent, alors on arrive à beaucoup d'incompréhension. Et je crois que c'est très important de le rappeler. Donc nous, on est des deux côtés. Ah oui, je suis un petit peu long, c'est ça. En fait, Olivier empiète totalement sur la suite de la table ronde, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis désolé. Je m'arrête et on continuera tout à l'heure. On essaiera de recommencer les questions. En tout cas, on voit beaucoup de projets qui partent depuis Marseille pour rayonner sur le continent. Et justement, on va partir sur le continent et pas n'importe où, puisqu'on part au Nigeria
Le Nigeria, qui est vraiment le poids lourd des industries culturelles et créatives sur le continent, avec l'Afrique du Sud, bien sûr. On pense à Nollywood, 3e industrie de cinéma mondial. Et aujourd'hui, justement, on va parler à une grande dame du cinéma au Nigeria, qui s'appelle Ijeoma Ona, qui n'a malheureusement pas pu être avec nous aujourd'hui, mais qui a souhaité vraiment passer un message à Marseille et surtout nous parler des ICC au Nigeria et plus largement en Afrique. Donc, on donne la parole à Ijeoma. Aujourd'hui, l'industrie créative et culturelle attire de plus en plus l'attention. C'est excellent car cela veut dire que le potentiel pour le secteur est en train d'être redécouvert. Maintenant, comme un exemple, la Nigeria, tout cela va l'aider à soutenir en tant que numéro 3, mais pas seulement en termes de chiffres, mais avoir un impact significatif. L'interprète n'entend pas correctement ce qui est dit. Et emmener un flux d'échanges en devises au Nigeria. Et donc, il a aussi le potentiel de créer les métiers et des emplois et de lancer l'activité. Et cela pourrait devenir le 2e plus grand employé avec un potentiel de produire 2,7 milliards d'emplois d'ici 2025 et de contribuer à cette ère. Et c'est pour cela que c'est important pour ce secteur d'être pris au sérieux. Et c'était également intéressant de savoir que, dans ce sens, l'industrie de création et l'industrie culturelle invitent les jeunes à travers les secteurs de médias, les loisirs, la beauté, le style de vie, etc. Ce qui a été fait avec succès est de valoriser et d'emmener les personnes autour d'une table. On les aide, on les soutient. Et pour rencontrer et créer des liens. Nous avons des success stories que nous pouvons partager, des affaires qui sont venues ici au Nigeria. Par exemple, il y a des sociétés américaines qui travaillent avec des sociétés de chez nous. La sonorisation est défectueuse et l'interprète n'entend pas tout ce qui est dit. Lorsque je vois beaucoup de sociétés françaises qui travaillent dans l'audiovisuel avec les sociétés de Nigeria, tout d'abord, ce que nous faisons en mettant en avant ce rapport entre Europe et Afrique, je crois que l'une des choses, c'est que cela peut devenir un point central. Par exemple, durant le sommet, on a commencé à regarder comment on pouvait avoir des premières de cinématographiques
des exhibitions, tout dans la ville de Marseille. Je pense que Marseille est une ville qui a ce qu'il faut pour porter ce genre de projet et qu'on va dans la bonne direction. Quart d'heure de cette table ronde à ce sujet que Olivier a commencé à déflorer, qui est si important, qui est celui du hub créatif. Et évidemment, la relation est majeure et les synergies sont majeures pour arriver ensemble à développer ces coopérations culturelles et les booster. Ce sujet des relations, il est au cœur de la réinvention de la question de l'aide. Il est aujourd'hui vraiment au cœur de l'actualité. Mettre en avant que les relations, elles sont symétriques. Et ça, je crois que Olivier l'a bien exprimé. Donc on va passer ce quart d'heure sur ces synergies qu'il faut booster. On va commencer par Olivier. On va faire un tour de table et on terminera par le forum avec Monsieur l'ambassadeur. Donc Olivier, sur ce sujet, le cœur de vos activités consiste à nouer des projets entre l'Afrique et la France en matière de formation culturelle et créative. Or, on sait bien que l'Afrique de l'Ouest, et en particulier, on parle beaucoup du Nigeria avec Nollywood, est particulièrement active sur la scène du 7e art. Alors, quelle inspiration aujourd'hui pour l'Europe et pour le territoire ? Comment démultiplier ces projets conjoints autour du cinéma ? Effectivement, les partenariats entre l'Europe et l'Afrique ont toujours été au cœur de l'ADN de la fac. Et quand on a créé l'entreprise avec mon associé François, on a eu vraiment à cœur de mettre en place cette stratégie de main serrée plutôt que de main tendue. Parce que même si on participe à l'aide au développement, on est là pour faire des ponts entre l'Afrique et l'Europe, comme je le disais. La plupart des formations qu'on a développées et des programmes qu'on a développés ont été co-créés et co-construits avec un partenaire au Nord. Donc on a des accords cadres avec la FEMIS, par exemple, avec l'ESMOD pour la mode, avec l'EMIC pour la musique, et systématiquement adaptés et co-distribués avec un partenaire au Sud. Et là aussi, on a noué des partenariats assez structurants avec une école de cinéma qui s'appelle l'ISMA au Bénin, avec l'Université virtuelle du Sénégal. Et pour répondre à votre question sur le Nigeria, effectivement, c'est un pays qui est très très important pour la fac. Et on a eu la chance de rencontrer un acteur il y a 4 ans maintenant, qui s'appelle Wazobia, qui est un des acteurs clés privés du secteur audiovisuel au Nigeria, et avec qui on a co-construit certains programmes. Et j'ai le plaisir d'annoncer que le 15 février, on lance ensemble la Wazobia Academy, qui est une émanation de la fac, mais vraiment adaptée pour le Nigeria. Et du coup, sur les inspirations, c'est assez intéressant que vous me posiez la question, parce que j'ai posé la même question à mes équipes il y a quelques semaines, quand on réfléchissait à la vision 2022-2023 de la fac. Je leur ai posé la question de qu'est-ce qu'on peut apprendre des 4 dernières années. Et on a décidé de faire ce qu'on appelle dans le jargon du reverse innovation, donc d'aller chercher en Afrique tous les atouts de nos programmes pour les transposer au-delà des pays dans lesquels on est déjà développé, et puis peut-être pour parfois aussi les ramener ici sur le continent européen. Et il y a 3 sujets qui sont revenus et qui sont très inspirants pour moi sur le continent. C'est la frugalité, parce que là depuis 4 ans, même si là on a réussi une levée de fonds, on a dû faire beaucoup de choses de manière très très frugale, et ça l'Afrique le fait très bien. Il y a plein de belles startups, y compris dans la culture, qui sont des succès et qui ont commencé par des petites actions, on va dire. La co-construction, clairement, ça c'est quelque chose, donc ça on continue à le faire. Et du coup, c'est des choses qu'on transpose. Là, par exemple, on est en train de déposer un dossier qui intéressera sûrement la ville de Marseille, parce qu'on est en train de déposer un dossier de PRIC, soutenu par la région PACA, avec notre partenaire La Ruche, pour justement aller prendre des programmes qu'on a fait pour le continent et les déployer dans les
dans la périphérie, dans les zones très reculées, là où les gens sont très éloignés de l'emploi, mais y compris de manière physique. Donc c'est des choses qu'on fait en partenariat avec des tiers-lieux, des incubateurs, avec la Ruche Marseille et la Ruche Paris. Et on s'est beaucoup inspiré justement des programmes qu'on a fait. Et du coup, je pense que Marseille peut avoir ce rôle de catalyseur de ces différents projets. Il y a beaucoup d'initiatives culturelles. En venant ici, je m'en suis rendu compte. C'est vrai que quand on vient sur le terrain, on se rend compte de la réalité. Et je pense que c'est très important de ne pas réinventer la roue. Typiquement, par exemple, j'ai appris que Trace faisait ce programme à Marseille. Je vais faire en sorte que le programme que nous on monte ne soit pas le même. Ça n'aurait aucun intérêt. Et Marseille peut avoir ce rôle de catalyseur, ce rôle aussi pour identifier tous les projets, bien les cartographier et faire en sorte que justement toutes les actions des entrepreneurs qui viennent ici s'ajoutent et qu'il y ait de la fertilisation croisée entre l'ensemble des projets. Merci beaucoup Olivier. On arrive aux 10 dernières minutes de ce panel, donc je vous demanderai à tous de conclure en 2 minutes maximum, si c'est possible, toutes vos interventions. Turning to you again, Mr. Adli Thomas. So you're planning up to... Alors, Monsieur Mitin, à vous encore, vous avez des plans, vous avez envisagé une cinémathèque. Est-ce que vous pouvez en parler, nous dire qui vous visez? Eh bien, oui, en fait, on parle de synergie également. Bon, je peux continuer. Parlant de synergie, notre propulsion sur la coopération, et on croit qu'il faut travailler ensemble en synergie pour prendre un grand saut et pas des petits pas, pas seulement dans la cinémathèque, mais ailleurs aussi. Donc, c'est pour cela qu'on estime qu'on fait partie de l'entrepreneuriat de l'écosystème, et je serais ravie d'avoir été invitée ici et de travailler ensemble et de voir l'écosystème de l'entrepreneuriat où les cinémathèques en font partie. Et il faut toujours se souvenir, pas perdre de vue que c'est pas seulement de cinéma et de l'entrepreneuriat, mais on fait partie de l'écosystème en fait. Et deuxièmement, c'est l'industrie. Il faut s'assurer que cela fait partie de ce qu'on fait, c'est ce en quoi on croit. Et on veut assurer que la technologie est placée à l'intérieur de l'industrie. Et donc, cela dit, c'est très important de savoir que nous, à Gemini Africa, on a beaucoup de partenaires à travers le continent entier, mais il faut être sûr que le cinémathèque est bien distribué partout dans le continent. Et à Marseille, on a déjà un programme potentiel qu'on appelle un peu d'Afrique, un peu de France, en utilisant la technologie du cinémathèque, en fait. Et il faut rappeler que la technologie n'est pas toujours compliqué, mais il y en a qui est compliqué de tourner de manière interactive, etc. Bon, mais on a cela dans le cinémathèque, mais il faut envoyer le message qu'on peut l'utiliser de manière mobile et l'utiliser pour les entrepreneurs et le cinéma. Et le dernier point pour écourter, c'est de comprendre comment les entrepreneurs et les différents secteurs travaillent ensemble au sein de l'industrie. Merci beaucoup. Merci. Pourquoi est-ce si important de co-créer, de brasser les compétences, de confronter les regards? Nous portons ensemble un projet avec l'Université Senghor. On voit tout le potentiel que ce mixage des savoirs, des compétences et des origines apporte. Est-ce qu'on peut avoir votre regard sur ce brassage? Je crois que c'est une réponse qui est quasiment universelle. Le monde est divers, nous sommes divers, et c'est vrai que quand on exprime cette diversité à travers des projets très concrets, on est forcément plus riche.
on est forcément plus fort ensemble. La créativité se nourrit de cette confrontation, de ces oppositions, de ces regards différents, de ces additions. Et donc, dans le projet que vous venez de mentionner, avec l'université Saint-Goor, qui est une grande université de la francophonie, plus le campus de l'AFD ETRAS, on a mis des gens assez différents ensemble, et c'est vrai que les résultats sont assez magiques. On est en train de co-construire donc des parcours de formation avec une dimension digitale et une dimension présentielle, et les premiers impacts de ça sont phénoménaux. Donc je crois que, et c'est la même chose partout, on se rend compte aussi que l'Afrique est un continent avec une énorme diversité, beaucoup de pays, beaucoup de cultures différentes. Marseille, et c'est pour ça que ça fonctionne bien avec cette ville, est aussi la ville de toutes les diversités, de toutes les richesses. Et je pense que c'est ce qui explique aussi cette connexion culturelle, cette emotional connection, comme disent les anglo-saxons, qui fait qu'on peut ensemble bâtir des grandes choses et faire grandir effectivement ces industries culturelles de part et d'autre de la Méditerranée. Merci beaucoup. Et on va réessayer une dernière fois d'aller du côté du train de Sabrina Roubache. Sabrina, si vous nous écoutez, vous avez parlé tout à l'heure de la série Marseille, mais il y a aussi des films très récents comme Bac Nord ou Stillwater. Marseille a démontré sa capacité à accueillir des grosses productions. Quelle est la stratégie du territoire à adapter pour s'imposer finalement comme capitale méditerranéenne du cinéma? Alors, les super grosses productions. Moi-même, je suis un Inter, un polar pour France Télé. Il a été diffusé en Belgique la semaine dernière et on a fait un quart des parts de marché. Le plus gros score que la RTBF n'ait jamais réalisé sur cette case-là. Donc ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire que lorsque vous faites au-delà de l'histoire, vous vendez la ville. On vend, et ça je le sais depuis que j'ai démarré. Et alors, les perspectives, c'est quand même d'avoir des outils aux standards internationaux. Moi, je défends l'idée d'avoir des studios à Marseille et d'aucuns sont venus beaucoup, même pas me décourager, mais expliquer que c'était absolument pas ce qu'il fallait faire. La preuve est que le président de la République est venu le 2 septembre dire que Marseille étant une terre de tournage, passe couverte vers la Méditerranée, passe couverte vers l'Afrique, passe couverte vers l'international, qui ont un écosystème à construire. Il faut parler de la jeunesse, l'employabilité des jeunes, les nouvelles technologies auxquelles ces jeunes sont très noués, et il faut vivre avec son temps. C'est-à-dire que des tas de métiers ne sont pas faits, ce sont des métiers à inventer, et que parce que Marseille, je crois que c'est M. Lardy qui le disait tout à l'heure, est aussi une terre d'hyperconnexion, si je puis dire, avec les câbles sous-marins qui arrivent chez nous, nous avons absolument tout ce qu'il faut pour que Marseille devienne ce fameux hub, parce que j'écoutais ce que vous disiez sur le hub, et c'est exactement ça. Et n'oublions pas que notre jeunesse, notamment dans les quartiers, est polyglotte. Elle parler arabe, parler comorien, parler sénégalais, parler espagnol. C'est une riche base. Donc le mot de la productrice, vraiment pour finir, parce que les femmes, on est toujours beaucoup plus courtes que les hommes, c'est que Marseille, hub des industries culturelles et créatives, on le sait depuis des années, depuis deux décennies. Plus, ce n'est plus que parler des investisseurs. Moi-même, j'ai créé des fonds d'investissement et vous avez raison, on n'a plus de mal en fait à ramener des investisseurs parce que la fabrication de contenu est très rentable et surtout, c'est visible. C'est-à-dire qu'en termes de business, c'est quelque chose qui parle maintenant aux investisseurs au-delà d'investir juste dans les... voilà. Merci beaucoup. Merci Sabrina. Désolée, c'est pas très facile d'entendre. On va terminer avec deux dernières interventions. Donc, Monsieur Lardy, pouvez-vous nous donner quelques informations sur les projets de coopération culturelle en cours, lesquels voudriez-vous mettre en avant et quelles perspectives pour Marseille?
Ils sont très nombreux. Je vais peut-être me concentrer sur des choses qui me paraissent les plus importantes, peut-être aujourd'hui, enfin en tout cas importantes quantitativement, puis également symboliquement. On est en train de préparer la candidature de la ville de Marseille au label UNESCO des villes créatives dans la catégorie cinéma. Très intéressant parce que quand on regarde le contenu de ce qu'il faut qu'on produise, on est à la fois dans... on a parlé beaucoup d'économie et d'emploi, et effectivement c'est important, c'est extrêmement important, mais la culture porte quand même bien au-delà ses ambitions, et je crois que c'est très important parce que quand on regarde ce label sur lequel on travaille, et ben nous on est en train d'y mettre comme contenu de l'association avec des villes africaines, avec des pays africains, parce qu'on doit faire des choses ensemble. Et ça, je crois que c'est vraiment fondamental, parce que vous parliez de toutes ces initiatives qui existent aujourd'hui, il y a beaucoup de foisonnement. Et nous, en tant que ville, on ne veut pas freiner ce foisonnement. Par contre, on a besoin de proposer des cadres, en fait, des cadres dans lesquels les gens vont pouvoir effectivement collaborer ensemble, et peut-être de mettre tout ça dans une ambition peut-être un petit peu plus vaste, parce que je crois que la culture, elle permet d'élever les individus. Mais elle a d'autres buts. Monsieur Karim Amellal rappelait tout à l'heure la dimension de la diplomatie culturelle. Aujourd'hui, quand on défend la liberté de créer, on défend la liberté d'expression. Aujourd'hui, au plan mondial, il y a quand même une grande guerre qui est en train de se jouer là-dessus. Quand je vois la Chine, par exemple, qui a investi énormément dans le cinéma, la Chine n'investit pas dans le cinéma uniquement pour en tirer des revenus. La Chine investit dans le cinéma aussi pour donner des directives, pour expliquer, pour intervenir sur les contenus. Donc, si la position de l'Europe, aujourd'hui, me paraît être clairement celle de dire la liberté d'expression, c'est le principal vecteur sur lequel on veut travailler par rapport à la culture. Alors oui, je crois qu'on peut le défendre dans un cadre européen, au-delà de Marseille, évidemment, dans un cadre africain, au-delà de Marseille toujours, mais avec toujours Marseille qui a cette position-là. Juste, je termine très rapidement. J'ai eu un entretien passionnant avec la nouvelle présidente de l'Institut suédois du film, qui nous propose très concrètement de travailler avec Marseille en disant, dans un cadre européen, on veut travailler avec vous sur 2 sujets. Le premier sujet, c'est l'éducation populaire et l'éducation des enfants à l'image. Et là, ils ont des choses passionnantes qu'ils font parce que chaque petit Suédois, à 16 ans, a appris à fabriquer des images et a appris à avoir un esprit critique par rapport à l'image, ce que je trouve, moi, personnellement, vraiment passionnant. Et puis, le deuxième cadre, c'est celui de la liberté d'expression. Elle a dit, allons vers l'Europe, proposons de nous associer pour travailler sur ce cadre-là. Et là, je crois qu'on a vraiment des belles choses, vraiment de très, très belles choses à construire ensemble. Merci. Oui, merci de faire ce lien entre culture et liberté qui est si important. Et pour terminer, Monsieur l'ambassadeur, le Forum des mondes méditerranéens aura lieu très bientôt, en février. Il donne la part belle à la jeunesse, à la culture, au digital. Qu'attendez-vous de ce sommet? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et oui, effectivement, parce que cette diplomatie culturelle tournée vers la jeunesse, vers les sociétés civiles, vers le numérique aussi, et ce qui constitue notre agenda positif, nous le déclinons, nous le déployons très concrètement à travers des grands programmes, Saphir, Salam par exemple, et puis à travers des initiatives qui mettent au cœur justement la jeunesse, les diasporas, les sociétés civiles du bassin méditerranéen, d'Afrique du Nord, du Proche-Orient. C'est ce que nous ferons à Marseille à l'occasion de ce forum des mondes méditerranéens que le président de la République a annoncé lorsqu'il était ici même le 2 septembre et qui aura lieu les 7 et 8 février prochains, et qui, autour de thématiques positives, fédératrices, l'économie, l'entrepreneuriat, d'ailleurs je salue la déclinaison méditerranéenne d'Emerging Valley, Emerging Méditerranéenne, qui sera présente lors de ce forum, la culture, le patrimoine, l'inclusion, eh bien nous veillerons à valoriser l'ensemble de ces initiatives de façon très concrète à travers des projets qui seront vraiment au centre de cet événement, qui sera une grande, belle fête de la Méditerranée. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Merci à tous. On arrive à la fin de ce débat passionnant. On retiendra vraiment cette position de Marseille comme hub Europe-Afrique de la culture. Un tissu extrêmement dense, vous l'avez tous dit, avec des atouts. On a parlé des câbles sous-marins, on a parlé du pôle de la Belle de Mai, on a parlé des infrastructures, mais des institutions aussi. Vous avez tous beaucoup parlé de formation. On a entendu parler de Talent Academia, de Trace Academia, aussi de Wazobia Academia. On a eu la superbe success story de la fac qui a levé des fonds au dernier sommet Emerging Valley grâce au SIBC.
Donc merci, un grand merci vraiment à tous. Et donc, comme l'a dit Monsieur l'ambassadeur, rendez-vous les 7 et 8 février prochains au Forum des mondes méditerranéens pour reparler culture méditerranéenne. Voilà, merci beaucoup Karim Amelal, merci Laurent Lardit, merci Sabrina qui était avec nous à distance, merci Olivier Laouchez et Olivier Pascal, et merci Adli Thomas et Ijoma Ona qui étaient avec nous en record. Et merci bien sûr à Sarah pour cette commodération. Merci à vous tous.